Colombie-Britannique, le constable R.W. Dean et Joseph Keane, le surintendant de la Caribou Mining Company, se déplacent dans l'obscurité. Quelques mois plus tôt, la compagnie minière a été la cible d'un vol audacieux. Or, ce soir, le principal suspect a été aperçu dans la région. Les deux justiciers repèrent un bosquet et s'y cachent prêts à toute éventualité. Soudain, une ombre apparaît sur la route. Un cavalier solitaire. Lorsqu'il n'est plus qu'à 5 mètres, Joseph Keane interpelle l'inconnu. « C'est toi, Matt ?» Au même instant, une assourdissante détonation brise le silence. L'heure perdue de Camp McKenney vient de passer à la légende. En 1858, de l'or est découvert près de Rock Creek, au sud de Kelowna. Au fil des ans, de nombreux prospecteurs viennent s'établir dans la région. Une trentaine d'années plus tard, Al McKenney et Fred Rice trouvent une importante veine aurifère sur Bald Mountain. C'est une nouvelle ruée vers l'or. Ce qui au départ n'était qu'un regroupement de quelques bivouacs devient un petit village baptisé Camp McKenney. Quelques années plus tard, deux hommes d'affaires américains de l'État de Washington, James Monahan et George McCallie, rachètent le gisement et y font installer de la machinerie lourde. En 1887, ils ont vendu à deux associés américains qui ont exploité le gisement sous le nom Caribou Mining Company. Ils ont fait beaucoup d'argent, en particulier après l'installation d'un broyeur. En somme, ils broyaient et séparaient le minerai sur place, plutôt que de l'expédier en vrac en gros chargements. Ils se sont donc mis à faire des profits. Et comme ils pouvaient séparer le minerai, ils ont même commencé à le fondre en lingots pour le transport. Ce qui est très inhabituel dans l'histoire de la Colombie-Britannique en ce qui a trait aux petites exploitations minières. Les grandes sociétés le faisaient, mais ce n'était vraiment pas une compagnie importante. Sous le contrôle de la Caribou Mining Company, Camp McKenney devient l'une des plus lucratives exploitations aurifères du sud de la Colombie-Britannique. 2 à 3 fois par semaine, une carriole ravitaille en denrées les prospecteurs de Camp McKenney. C'est également cette carriole qui transporte l'or extrait des mines. 2 à 3 fois par mois, dépendant de la quantité qu'ils avaient, ils expédiaient les lingots par Midway jusqu'à l'hôtel de la Monnaie à San Francisco. Le 18 août 1896, 3 barres d'or totalisent 656 onces sont chargées sur la carriole. Elle est conduite par nul autre que George McCallie, l'un des propriétaires du gisement. En temps normal, c'est Joseph Keane, le superintendant de la mine, qui se charge de cette tâche. Mais ce matin-là, McCallie a décidé de le remplacer à la dernière minute. Il a aussi décommandé la garde armée qui accompagne généralement le chargement. Une erreur qu'il va bientôt regretter. Il y a 2 versions de l'histoire. Version A, McCallie emporte l'or dans une diligence sans escorte. Beaucoup d'historiens affirment qu'il avait l'habitude d'être escorté par des mineurs armés. Et on peut le comprendre vu la tentation qu'un tel chargement circulant dans une zone isolée pouvait provoquer chez les brigands. Mais d'autres articles de journaux affirment que c'était là la manière de faire habituelle. Après tout, on est au Canada, non? Pas dans le Wild West farouche des États-Unis. En conséquence, la présence de brigands était une chose exceptionnelle ici. Pour résumer, disons que ce jour-là, McCallie charge la diligence avec un sac de toile contenant 3 lingots, un gros et 2 petits, dont le poids totalise 656 onces et demie. Quelques kilomètres plus loin, près de McMeans Meadows, un homme masqué et armé d'un revolver bondit devant la carriole. Au bout de 3000, il arrive à un endroit nommé Mellows, où il est arrêté par un homme qui lui ordonne de lui lancer le sac
avant de le laisser continuer sa route. Le 18 août, le transport d'or de la mine McKinney a été dévalisé par un bandit masqué. William McMinn et Isaac Dinsmore, de la police provinciale, se rendent sur les lieux du vol. Ils ne trouvent que des sacs vides et des bouteilles de whisky. Pendant des semaines, l'enquête piétine. De leur côté, James Monahan et George McCauley offrent une récompense de $2000 pour l'arrestation du criminel et une somme supplémentaire de $1500 pour la récupération des barres d'or. L'offre est alléchante et les langues se délient. Une quinzaine de jours plus tard, la GRC reçoit une lettre anonyme de la part d'un homme vivant à Orville, dans l'État de Washington. Celui-ci raconte qu'il s'est retrouvé à prendre un verre dans un bar et qu'il y a rencontré un type nommé Matty Roderick. Pendant qu'il buvait, Matty lui aurait demandé « Serais-tu intéressé? Je vais monter au camp McKinney et je vais faire un gros coup. Cette fois-ci, nous allons y aller pour le gros lot, le chargement d'or du camp McKinney. Veux-tu te joindre à moi? » Et le type est là, devant un parfait étranger, ne sachant pas à qui il a affaire. Il lui répond « Non, je suis pas intéressé. » Ce sur quoi Roderick lui répond « Si jamais tu fais part de ces informations à qui que ce soit, je reviens et je te tue. » Vérification faite, Matthew Roderick était employé à Camp McKinney à l'époque du vol. Des collègues sont interrogés pour expliquer la collecte organisée pour aider Roderick à retourner chez lui à Seattle. Matthew Roderick venait tout juste de donner sa démission, ennuyé, semble-t-il, par des maux de dos devenus trop douloureux, l'empêchant de bien poursuivre son travail de mineur. Cette fois, la police a de quoi faire. Les enquêteurs apprennent que Roderick est loin d'être un enfant de cœur. Pendant qu'il travaillait à la mine, il avait eu des problèmes de jeu compulsif et d'alcoolisme. Il était continuellement à la table des grosses mises et pariait chaque scène qu'il possédait. En conséquence, il était continuellement fauché. Il connaissait l'existence des livraisons, il en avait entendu parler, il travaillait à la mine. Il savait qu'à chaque 2 semaines, des lingots transitaient à Midway, et c'était tentant pour lui. Le constable William McMinn fait fouiller la petite cabane qu'occupait Roderick à l'époque de son embauche à la mine. Rien du moins qui pourrait le relier au braquage du mois d'août. Mais le policier est persuadé de tenir son homme. Hélas, le suspect est retourné aux États-Unis, donc hors de sa juridiction. Il était fréquent à cette époque que la police de Colombie-Britannique collabore avec l'agence de détective privé Pinkerton. C'était un partenariat bien établi. Un télégramme est envoyé aux enquêteurs d'une agence de détective privée de Washington dans l'espoir de faire avancer l'enquête. Ils ne tardent pas à retrouver la piste de Roderick. Celui-ci vit au grand jour. Il habite au 329 Terrace Street à Seattle. Ils ont donc envoyé les détectives de Pinkerton et ils l'ont retracé. Il vivait chez lui à Seattle avec son épouse. Ils l'ont surveillé et n'ont découvert aucun signe évident de prospérité. Il semblait avoir un train de vie très discret. Mais ils ont découvert que Matt Roderick s'était enregistré dans le bottin téléphonique de Seattle à titre d'ingénieur civil. À la Caribou Mining Company, les administrateurs sont persuadés que Roderick n'a pas emporté avec lui les 3 barres d'or. L'enquête menée sur les lieux de l'agression a établi que le bandit était à pied lors du vol. Il ne s'est certainement pas enfui avec le poids de ces 3 grosses barres d'or sur le dos. James Monahan et George McCauley sont d'avis que Roderick a emporté avec lui la plus petite des barres et qu'il a caché les 2 autres dans la région de Camp McKinney. Et si cette logique est la bonne, Roderick devra revenir dans la région et les autorités pourront l'arrêter et récupérer le butin. Les détectives de Washington installent une de leurs collaboratrices dans la maison voisine de Roderick. Celle-ci se fait passer pour une femme de ménage, se lie d'amitié avec Madame Roderick, qui visiblement ignore tout des actions de son mari. Elle raconte même à sa voisine que son mari doit bientôt partir en voyage, un voyage qui doit les rendre riches. L'alerte est donnée. Des 2 côtés de la frontière, on se prépare à accueillir le fugitif. Ils l'ont donc suivi à bord du train.
Il est débarqué à Loomis, Washington, où il a loué un cheval pour traverser la frontière. À ce moment, ils sont convaincus qu'il se dirige vers McKinney ou la région environnante. De toute évidence, leur raisonnement les mène à croire qu'il revient chercher l'or. À la Caribou Mining Company, on est prêt. Un peu plus de 2 mois après le vol, le superintendant Joseph Keane et le constable R.W. Dean prennent place le long de la route menant à la mine. S'il compte rejoindre le lieu de son méfait, Rodwick n'aura d'autre choix que d'emprunter cette route. Vers 22 heures, Keane et Dean voient s'approcher une silhouette. Malgré l'obscurité, ils n'ont aucune peine à reconnaître un cavalier et sa monture. Lorsque l'inconnu n'est plus qu'à quelques mètres de lui, Joseph Keane l'interpelle. « Est-ce toi, Matt ?» Au même moment, un coup de feu éclate. Matthew Rodwick s'écroule, atteint d'une balle en plein visage. Joseph Keane dira plus tard avoir tiré le premier, parce qu'il craignait que Rodwick l'abatte d'abord. Sur le corps de Rodwick, on trouve une petite somme d'argent, une carabine Winchester et un pistolet. On note aussi que 2 grandes poches ont été cousues à l'intérieur de son manteau, juste sous les aisselles. Des poches suffisamment grandes pour transporter 2 grosses barres d'or. Mais celles-ci sont introuvables. La plupart des gens impliqués dans le cercle des chercheurs de trésors perdus placent le camp McKinney au sommet de la liste des sites recelant un réel trésor en Colombie-Britannique. Parce que ces gens ont tous existé, l'endroit existe, l'or est bien réel. Tous ces éléments ont été documentés, contrairement à d'autres histoires de trésors où il n'y a aucune preuve disponible. Impossible de trouver le moindre indice sérieux car toute l'histoire appartient au domaine du mythe ou de la mythologie. Ce cas-ci est fondé sur des faits, et si quelqu'un veut trouver un trésor, c'est celui-ci qu'il doit chercher. Selon toute vraisemblance, Matthew Rodwick a été abattu avant de récupérer son magot. Si l'hypothèse de la Caribou Mining Company est la bonne, cela signifie que les 2 barres d'or que comptait récupérer le fugitif attendent toujours d'être retrouvées. On estime leur valeur actuelle à 250 000 $. Une occasion en or pour les chasseurs de trésors.